Bonjour à tous et merci de nous rejoindre donc pour cette session des Journées de l'économie sur le thème rénover la démocratie électorale, un thème qui revient dans l'actualité au gré des élections ou des grands projets de réforme. Récemment, on pense par exemple au projet de réforme des élections législatives promis par le président de la République Emmanuel Macron avant 2022, avec notamment l'introduction de la proportionnelle dans ce scrutin jusqu'à présent majoritaire, avec l'idée à chaque fois d'améliorer la représentativité de cette assemblée. Il y a aussi d'autres tentatives d'améliorer la représentativité. On pense notamment au sein des partis. Le parti, par exemple, a depuis quelques mois le jugement majoritaire pour élire ces cadres locaux, notamment un mode de scrutin inventé par des chercheurs français qui vise à évaluer chaque candidat selon une grille de valeurs, par exemple bien, assez bien, passable, à rejeter. Et le candidat élu est donc celui qui obtient la meilleure mention. Et puis, dans un souci de représentativité, là aussi, plusieurs villes cherchent à améliorer la participation citoyenne avec les budgets représentatifs, un concept venu de Porto Alegre au Brésil à la fin des années 80 et que teste depuis plusieurs années, par exemple, tout proche de nous ici à Lyon, la ville de Grenoble. Changer le mode de scrutin, c'est donc une idée reprise dans les projets d'instauration d'une sixième république, réclamée par beaucoup, mais jamais mise en place. Je précise qu'il n'est pas question aujourd'hui de parler de démocratie participative ou délibérative, mais qu'on va simplement s'attacher, et c'est déjà beaucoup, à la question de la démocratie électorale et des modes de scrutin. Voilà, donc pour débattre de cette question avec nous aujourd'hui, 5 intervenants sont avec nous. Antoinette Beaujard, d'abord professeure de sciences économiques à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne et directrice adjointe du GATT, groupe d'analyse et de théorie économique Lyon-Saint-Étienne. Antoinette Beaujard qui a organisé et préparé cette session. Donc, merci à vous. Avec nous également Jérôme Lang, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire d'analyse et modélisation des systèmes pour l'aide à la décision, co-auteur d'un article publié par le laboratoire d'idées Terra Nova intitulé Une dose de proportionnel, pourquoi, comment, laquelle, un article auquel a participé également Marianne Cohandet, professeure de droit constitutionnel à l'université Paris 1, qui a contribué voilà, donc, à cet article également. La proportionnelle, c'est un sujet traité aussi en profondeur par Cédric Villani, mathématicien, député de l'Essonne et président désormais de l'Office parlementaire de l'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Il a notamment participé à une mission d'information chargée d'étudier les incidences d'une évolution du mode de scrutin des députés. Et enfin, nous comptons sur la présence de Laurence Beaufet, vice-présidente de la métropole de Lyon à la participation et aux initiatives citoyennes, ingénieure en gestion industrielle et consultante informatique de métier, élue de la liste Lyon en commun, et qui s'intéresse à la problématique du renouvellement des pratiques politiques et démocratiques. Donc, merci à tous les 5 de participer à ce débat. Je rappelle qu'il est en direct sur la chaîne YouTube des GECO. Il va durer 1h30 et vous pouvez, vous qui nous écoutez, poser vos questions par SMS au 07 67 00 68 61. Je répète, le 07 67 00 68 61. Profitez-en, c'est gratuit et nous tenterons de répondre à ces questions à la fin du débat. Avant de commencer peut-être ce débat à proprement parler sur la rénovation de la démocratie électorale, une question qu'on peut se poser: pourquoi traiter de la rénovation démocratique, de la rénovation de la démocratie électorale
aux journées de l'économie, on attribuerait plutôt ce thème-là aux sciences sociales et aux sciences politiques. Et on peut se demander qu'est-ce que l'économie a à voir là-dedans. Antoinette Beaujard, vous pouvez peut-être nous éclairer là-dessus. Oui, c'est une bonne question. C'est effectivement un sujet qui est multifacette, multidisciplinaire, et ce serait une erreur que de ne pas le voir de toutes ces facettes-là. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette section, c'est de choisir une perspective très particulière, qui est celle de l'évaluation que les économistes aiment beaucoup, et de se doter d'outils de simulation réelle de l'impact de chaque paramètre d'un sujet. Et ça va permettre de mettre en évidence le rôle des détails. Donc, je ne sais pas si on peut dire que le diable se cache dans les détails, évidemment, mais disons que envisagé doit être analysé de façon systématique par cette approche en termes d'évaluation. Puis, il y a une deuxième contribution propre aux économistes, en particulier ceux qui s'approchent de la théorie du choix. Là, il s'agit de donner un sens à toutes ces propriétés, toutes ces qualités, tous ces défauts. On va pouvoir analyser ces propriétés comme étant des jugements de valeur bien interprétés avec des mots. Et ça va permettre de donner au débat public des éléments de discussion. Donc, par exemple, des termes comme solidarité, mais précisément dans quel sens, la neutralité, mais par rapport à quoi, la représentation, mais dans quel élément. Et ça permettra donc de donner du sens à l'impact de ces modalités que nous avons étudiées pour faciliter le choix éclairé des citoyens des différentes procédures. Donc, c'est justement l'objectif de ne pas faire de cette question éminemment politique un choix technique qui serait laissé à des techniciens. C'est plutôt pour permettre d'offrir un débat public éclairé grâce à des outils qui viennent des économistes. Alors, on ne traitera pas toutes les questions de démocratie électorale, c'est évident, mais ce sont des méthodes qui devraient normalement pouvoir contribuer à ce débat-là. On peut donc commencer cette session. Pourquoi est-ce qu'on parle de rénover la démocratie électorale? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'on peut jusqu'à dire venir jusqu'à dire qu'elle est malade, Antoinette Beaujard? Ah, on ne vous entend pas. On s'habitue au petit... On va y arriver. Vous m'entendez? Alors, est-ce qu'elle est malade? Oui, c'est une bonne question. Il y a un certain nombre de raisons de se préoccuper de cette question. Je n'arrive pas à faire passer mes slides, je suis désolée. Donc, en tout cas, une première façon... Je ne sais pas comment faire. Ça y est, voilà. Une première chose à dire, c'est qu'il y a certainement un problème de participation. Un problème de participation qui est qu'on observe des abstentions qui sont tendanciellement en hausse. Et ça, c'est vrai partout en France, dans toutes les démocraties. Évidemment, d'autres éléments, comme par exemple la possibilité de voter par correspondance, peut venir tendanciellement baisser cette impression de baisse tendancielle de la participation. Mais on voit l'abstention qui sont sans cesse croissantes. Par ailleurs, on a des non-inscrits qui sont toujours plus nombreux. Mal inscrits qui sont toujours plus nombreux ont forcément des difficultés pour pouvoir voter facilement du fait de cet éloignement. Et c'est un phénomène, on l'apprend en lisant des sociologues dans un article qui est un très bel article, un très long, toujours pas de crise en thème pour les tendances lourdes de la sociologie électorale. Eh bien, en fait, on remarque que ça concerne toujours les mêmes couches sociales, c'est-à-dire les plus jeunes votent moins, les plus âgés, les beaucoup plus âgés votent moins, les moins diplômés votent moins, et on a plus de chances de moins voter lorsqu'on est ouvrier manuel que lorsqu'on est CSP, professionnel, intellectuel supérieur. Donc, ce qui veut dire qu'on est en train d'observer une division d'une population entre ceux qui participent et ceux qui ne participent pas, et donc bien plus encore que l'abstention, c'est en fait le partage et la fragmentation de la population qu'on peut voir. Donc, certains parlent de corps électoral, mais on voit bien que si une partie du corps ne participe plus, n'existe plus, ne vit plus dans ce corps-là, on ne parle plus de corps, mais de zombies, disent certains.
Et si les zombies, eh bien, ça fait peur dans les films, là, c'est quand même la réalité et on a une responsabilité à le prendre au sérieux. Alors, d'autre part, il y a aussi une crise de la représentation où parfois on s'inquiète de la difficulté de voir représenter la diversité de la population ou même la diversité des partis tels que on a une certaine impression de l'importance de certains partis. On ne les voit pas représentés, par exemple, dans l'Assemblée nationale. Ce qui fait qu'à l'issue du grand débat national, le président de la République, Emmanuel Macron, avait réaffirmé le souhait que le Parlement soit précisément plus représentatif de cette part significative de la population et donc de donner une part significative de proportionnel de telle manière à ce que l'on ait tout ça. Mais évidemment, ça crée un arbitrage avec un élément de majorité, de facilité de gouverner, de pouvoir avoir des majorités qui sont simples et qui permettent d'aller dans un sens. Le morcellement du Parlement n'est pas toujours évident. Il est parfois difficile, lorsqu'il y a un trop grand nombre de partis, d'obtenir des majorités qui vont être stables. Et ça, eh bien, en fait, ça pose des questions sur la facilité de pouvoir représenter facilement cette diversité de la population si celle-ci vient se morceler. Enfin, il y a un petit problème parfois d'expression. C'est-à-dire, dans une démocratie représentative, vous l'avez dit tout à l'heure, les citoyens viennent s'impliquer au moment de voter, mais c'est finalement assez rare, assez peu. Donc, il y a évidemment d'autres modalités d'expression, mais dans le vote, en fait, on vote assez rarement et c'est un moment très important. Et lorsqu'on vote, eh bien, parce que le jugement, le scrutin est majoritaire, eh bien, la pression du vote utile crée un dilemme assez fort entre le plaisir d'expression, la seule fois où on peut s'exprimer depuis quelques années sur ce sujet-là, et puis la frustration de la pression d'un vote utile qui fait qu'on a l'impression d'avoir beaucoup moins de capacité à participer véritablement avec sa propre identité de citoyen. Enfin, il y a des effets indirects de ce vote utile, c'est-à-dire que parce que le vote est utile, certains partis auront moins tendance à être viables et à pouvoir participer jusqu'au bout dans le geste électoral, enfin dans l'organisation électorale. Et ça va supposer aussi, ça va inciter l'organisation de primaires à la réduction du nombre de partis et peut-être à une dynamisation assez différente de l'organisation politique. Ce qui fait que finalement, on a peut-être, chaque individu va se retrouver avec une sorte de crise d'identité de citoyen, pas forcément très entendue, une sorte de rôle de figuration, et finalement va devenir, par le fait même de ces modalités du vote, peut-être plus individualiste en essayant d'arbitrer avec des intérêts très personnels où l'intérêt du vote n'est plus aussi important qu'il ne l'a été auparavant. Donc, d'où l'idée d'essayer de réfléchir à des pistes de réenchantement de la démocratie électorale. Alors, évidemment, il y a bien de grandes raisons bien plus importantes que celle-ci de réenchanter la politique. Mais déjà, sur ces éléments de démocratie électorale, on pourrait imaginer de donner plus l'occasion de s'exprimer en modifiant des modes de scrutin qui amélioreraient cette capacité d'expression, ce que je présenterai dans un premier temps. Puis, on peut imaginer de mieux représenter en utilisant cette fois-ci peut-être l'exemple de la composition de l'Assemblée nationale qui est franchement le plus parlant. Vous savez que le programme de la République en marche comprenait justement une réforme des élections législatives pour introduire une dose de proportionnelle. Et ce projet de loi a accompagné l'objectif d'une dose de proportionnelle, de celle de la réduction du nombre de parlementaires, de la limitation des mandats successifs. Et puis, évidemment, à partir de là, on peut imaginer qu'un amendement comme celui de Bourlanges déposé à l'été dernier pour passer à la proportionnelle intégrale plutôt qu'une dose de proportionnelle, ça changerait radicalement la forme de l'Assemblée. Mais est-ce que ça change finalement vraiment beaucoup d'avoir plutôt 20% ou 25% de parlementaires qui seraient élus au scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle sans panachage ni vote préférentiel? Est-ce que tel ou tel seuil d'accès pour la participation des listes changerait quelque chose? Donc, est-ce que ça, c'est une question qui est strictement technique et négligeable ou est-ce que vraiment elle a un impact sur l'orientation de cette démocratie? Eh bien là, nous avons, donc, comme l'a expliqué Mélanie tout à l'heure, l'immense chance d'avoir aujourd'hui Cédric Villani qui nous parlera de tout ça en tant que notamment participant et président de l'Office
de l'Office parlementaire de l'évaluation des choix scientifiques et technologiques, puisqu'à ce titre, il garantit la sérénité, la qualité du débat entre les sciences et la société. Et je pense que sur ce sujet-là, il était important de montrer comment tous ces éléments de réglage apparemment techniques de ces éléments de mode de scrutin eh bien, sont finalement infiniment politiques. Et afin d'éclairer ces enjeux qui sont effectivement politiques, Marianne Cohandet est la personne idéale, un juriste, professeur de droit public à la Sorbonne, une habituée aussi de l'analyse et même de la participation aux réformes de la Constitution et des régimes politiques. Donc, elle a participé à la rédaction d'un rapport, un rapport Terra Nova, précurseur en 2018, sur le débat relatif à la dose de proportionnelle. Donc, soit dit en passant, notamment avec Jérôme Lang, qui est également présent dans ce panel aujourd'hui. Donc, elle va pouvoir éclairer par ses lumières, avec des exemples historiques de comparaison et de tous les enjeux politiques de ces différentes questions. Alors enfin, est-ce qu'on peut faire participer les citoyens? Est-ce que c'est vraiment possible? Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, les budgets participatifs, c'est un dispositif de démocratie participative, mais qui utilise une méthode de vote pour décider collectivement de l'opportunité des investissements publics locaux et de l'allocation de ces financements publics d'investissement. Donc, cela se fait en lieu et place des élus ou des services municipaux qui en auraient sans quoi la responsabilité. Donc, ces budgets participatifs, c'est une innovation démocratique qui, comme on l'a dit tout à l'heure, a été inventée par le maire travailliste de Porto Alegre au Brésil en 1989. Il s'agissait de créer un contre-pouvoir aux élus, de dépasser les problèmes de corruption, d'impliquer la population, de prioriser des investissements à destination de quartiers plus pauvres et souvent les plus loin des centres de pouvoir. Donc, remettre un peu de pouvoir chez tout le monde, y compris auprès de ces citoyens plus éloignés. Eh bien, après cette première expérience, la définition des budgets participatifs, elle a évolué. Et elle a évolué avec une assez forte diffusion partout dans le monde dans les années 90 et depuis. Et la nouvelle métropole de Lyon, elle avait dans ses cartons un projet ambitieux de mise en place du budget participatif. Donc, est-ce que l'application de ces dispositifs va vraiment de soi ? Quelles ambitions, quelles difficultés est-ce qu'on doit être en mesure de dépasser pour rendre le pouvoir aux citoyens du territoire métropolitain ? C'est Laurence Beaufet, vice-présidente participation et initiative citoyenne de la métropole de Lyon, qui a accepté de venir en témoigner aujourd'hui. Alors, par ailleurs, ces modalités de consultation du public pour décider de l'allocation de ce budget participatif, elles sont elles-mêmes le gage de la réussite de l'ambition de la participation plus large des citoyens. Donc ça peut avoir aussi un risque d'effet très contre-productif. Et Jérôme Lang, qu'on a présenté tout à l'heure, va nous rappeler l'expérience parisienne notamment et d'autres exemples qu'il va pouvoir analyser, dont les détails opérationnels nous permettront de savoir quels sont les détails qu'il faut regarder pour concevoir des modalités de consultation qui respectent ces critères de représentation, de participation et de justice qu'on avait ambitionnés au départ. Merci Antoinette d'avoir exposé un petit peu quelle était la problématique autour de cette démocratie électorale et les différentes pistes qui étaient envisagées un petit peu pour réenchanter la pratique du vote et dont on va parler aujourd'hui. Dans cette optique-là, quel mode de scrutin permettrait d'améliorer l'expression des citoyens? Vous parliez de s'exprimer plus. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu un état des lieux des différents modes de scrutin qui peuvent exister? Alors, un mode de scrutin, vous savez, c'est quelque chose, c'est un processus qui permet de définir un gagnant, donc soit une seule personne, soit un ensemble de gagnants, à partir de préférences électorales de votants. Et en fait, il est caractérisé par deux choses. La règle d'agrégation, comment on fait pour prendre des informations qui sont issues des votes du scrutin en un choix collectif, et puis un type de bulletin. Alors, comme nous, là, on essaye de travailler plutôt sur l'expression sur les bulletins de vote aujourd'hui, ensemble, je vais essayer de voir comment on pourrait enrichir les types de bulletins, justement. Si j'y arrive. Alors, voilà ce qu'on peut imaginer. On peut imaginer plein de formes de bulletins possibles sur lesquelles on s'exprime plus. On peut s'exprimer plus déjà plutôt que de ne sélectionner qu'un seul nom en évaluant l'ensemble des noms des candidats ou des partis qui se présentent aux élections. Alors, on peut le faire de façon quantitative avec différentes échelles d'évaluation. Donc là, je prends l'exemple systématique des élections présidentielles de 2017
où on peut les évaluer entre 0 à 2, de 0 à 10, de -1 à 2. On peut imaginer plein de choses. On peut choisir de les approuver ou non en s'exprimant en disant oui ou non, 0 ou 1, rayer des noms, ne pas rayer les noms, ou de façon continue, ou simplement faire une évaluation en langage commun qui peut être associée à des chiffres ou non, pour, neutre, contre, à rejeter, insuffisant jusqu'à excellent. Tout ceci est possible et évidemment va avoir un impact important sur la façon dont on va s'exprimer. Alors, ce bulletin ne définit pas de façon complète ce qu'est le mode de scrutin. Il faut aussi définir la modalité d'agrégation. Dans le vote qu'on appelle par évaluation, alors tout ça, tous ces éléments que je viens de présenter sont en fait des évaluations, mais en particulier, dans les votes par note, on peut donner une évaluation pour chaque candidat, alors parfois sous la forme de mots qu'on va traduire en chiffres, ou bien sous la forme de chiffres directement, comme dans l'exemple que je vous montre ici. Et puis, en fait, le score du candidat, c'est la somme de ses notes obtenues sur chaque bulletin. Donc, là, c'est l'idée générale d'un vote où la personne chaque électeur peut exprimer avec beaucoup de nuances son avis sur chaque candidat, puisqu'il peut exprimer un élément d'intensité de sa préférence. C'est la même chose pour le jugement majoritaire, qui est un exemple aussi d'évaluation dans lequel on peut moduler l'expression sur la forme d'une évaluation à échelle donnée, alors souvent en mots, ici de à rejeter jusqu'à excellent, sauf que pour agréger, on ne va pas faire la somme de ces différentes évaluations. On va, pour chaque candidat, relever l'ensemble des mentions qui auront été données par tous les électeurs et on va définir quelle est la mention médiane. Donc, si 50% des gens ont donné assez bien à Madame Carré et 50% des biens ont donné assez bien ou mieux que assez bien à Madame Carré, c'est donc que sa mention, c'est assez bien. Et donc, la personne qui sera élue, c'est celle qui a la meilleure médiane. Alors après, évidemment, il peut y avoir facilement des cas d'ex aequo, et donc ça suppose encore d'autres modalités de précision de cette modalité d'agrégation. Alors, ces grandes familles d'expressions, que ce soit le vote à la somme ou à la médiane, d'évaluation à la somme ou à la médiane, eh bien, en fait, elles ont déjà un premier avantage qui était celui que nous cherchions, qui est qu'elles sont appréciées des électeurs. Plus on s'exprime et plus les électeurs l'apprécient, soit parce qu'on leur a posé la question, les questionnaires tout simplement, et ils l'ont exprimé. Alors, ils ont une petite nuance sur les échelles qui sont trop longues et qu'ils n'arrivent plus forcément à bien comprendre. Mais, et sinon, on a pu l'évaluer par d'autres méthodes de neurosciences où la satisfaction ressentie est effectivement très forte au fur et à mesure qu'on ajoute plus de capacités d'expression. Donc ça, c'est déjà un bon point, il semblerait qu'on soit capable de le faire. Maintenant, ça a aussi des impacts sur les résultats, naturellement. C'est que, imaginez le classement, alors le classement que je vous montre ici, c'est le classement des candidats au premier tour des élections présidentielles de 2007, donc le premier est tout à gauche selon la ligne bleue, et les lignes rouges et vertes montrent le classement des candidats, cette fois-ci selon d'autres modes de scrutin qui, là, permettraient une expression polynomiale. Et là, on voit qu'en fait, le gagnant n'est pas forcément le même. Et puis, plus généralement, lorsqu'on le refait en 2012 ou en 2017, on se pose les mêmes questions. On se rend compte que la tendance des gagnants et des perdants est toujours la même. Effectivement, on voit qu'un vote de type majoritaire comme celui que nous connaissons est plutôt favorable à certains types de candidats, alors que les scrutins par évaluation dans leur ensemble sont plutôt favorisant des candidats qui, eux, sont inclusifs. Les exclusifs, c'est plutôt ceux qui sont capables d'attirer des sentiments très forts, soit de rejet très net, soit au contraire d'adhésion complète. Alors, ça peut être un avantage ou un inconvénient. Et puis, ça a évidemment des effets sur le paysage électoral de façon plus générale, puisque les scrutins dans lesquels on ne peut s'exprimer que sur un seul nom vont encourager des stratégies de polarisation par les partis, ce qui n'est pas le cas, évidemment, de ceux pour lesquels vous pourriez multiplier les expressions. Alors, c'est ce qui favorise notamment, du reste, les primaires.
tout ça, ça va aussi modifier notre analyse, notre perception du paysage politique et même des gagnants. Je dirais que l'analyse que réalisent les journalistes au soir des soirées électorales, eh bien, ne serait pas tout à fait la même si nous avions ce type d'informations, car on n'a pas l'effet de discontinuité que l'on observe dans le vote dans le vote majoritaire. Alors, je continue pour voir un petit peu tous ces effets et je me rends compte que les échelles sont assez différentes, et quand on change et on a des échelles qui sont trop longues, eh bien, en fait, on va avoir des effets qui vont être assez différents. Quand elles sont plus longues, elles vont avoir des effets sur les comportements et donc sur les résultats. Et elles vont être notamment défavorables aux candidats exclusifs, ce qui paraît être peut-être pour certains un avantage. Mais en fait, ce qu'on montre, c'est surtout parce qu'est l'avantage des candidats qui sont moins connus, qui sont moins identifiés. Et ça, c'est peut-être quelque chose auquel on devrait faire attention. Maintenant, ça, c'est probablement vrai de beaucoup, mais il faudrait regarder pour les différents modes de scrutin, et c'est assez différent selon qu'on a choisi une agrégation par somme ou par la meilleure médiane dans le cas du jugement majoritaire. Par exemple, l'incitation au vote stratégique, elle existe dans tous les modes de scrutin, mais disons qu'il n'y a pas de perte d'expression dans l'ensemble de ces scrutins-là. Et ça, c'est un vrai avantage. En revanche, évidemment, il y a une incitation beaucoup plus forte à augmenter l'expression du vote stratégique dans le cas de l'évaluation par rapport au jugement majoritaire pour lequel en fait l'intensité n'a pas d'importance. Il y a aussi un effet, c'est que dans le résultat du jugement majoritaire, c'est seulement une partie des électeurs qui sont pris en compte pour vraiment déterminer le résultat, et c'est pas du tout ce qu'on a dans le cas de l'évaluation où 100% des évaluations sur 100% des candidats sont pris en compte. Enfin, et ça c'est un élément important à voir, c'est qu'on remarque que le jugement majoritaire qui a été beaucoup testé l'ont été par des électeurs qui en fait n'ont pas compris qu'il s'agissait d'un classement à la meilleure médiane et non pas un classement à la somme. Ce qui me paraît compliqué si l'objectif c'est de donner du pouvoir aux électeurs que de leur donner un outil, un processus qu'ils ne sont pas en mesure de comprendre. Alors, si je veux conclure sur tout ça, c'est vrai que ça change beaucoup de choses, des choses qui peuvent être agréables, et puis d'autres choses qui font qu'il va falloir regarder des petits détails qui vont peut-être tout changer dans les résultats, et notamment les effets d'échelle, les modalités d'agrégation, et puis certaines modalités que tout le monde ne sont pas en mesure de comprendre. Ce qui fait qu'en conclusion, moi je dirais qu'aucun mode de scrutin n'est parfait, tous ont des défauts, aucun n'est neutre, et que là, il va falloir regarder dans le détail. Merci Antoinette. Et quel que soit le mode de scrutin choisi, là aussi, donc voilà, comme vous dites, aucun n'est neutre. Mais à chaque fois, l'idée, c'est toujours quand même d'améliorer la représentativité des citoyens. Voilà, beaucoup remettent en question le scrutin majoritaire, voilà, qui est utilisé dans notre pays pour élire notamment le président de la République, mais aussi le maire ou les députés. On critique notamment la légitimité qu'il confère aux gagnants, voilà, qui est jugée artificielle et peu représentative de l'état de l'opinion. Et la question se pose donc d'introduire une dose de proportionnel dans ces scrutins. Cela fait l'objet de vifs débats en France depuis très longtemps. C'est une option discutée notamment pour les élections législatives. Et on peut se poser la question de l'arbitrage qu'on fait dans ce scrutin entre la majorité et la représentation. Cédric Villani, je m'adresse à vous. Vous avez étudié la question pour l'Office parlementaire de l'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Donc, je vous pose la question, quelle dose de proportionnel adopter? Est-ce qu'il est quand même important de garder une certaine dose de majorité dans le scrutin? Merci beaucoup pour cette introduction. Merci pour l'invitation dans ce panel où on débat d'un sujet qui est absolument dans l'émission de l'Office parlementaire scientifique, ou de façon plus complète, Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, parce que c'est un endroit où c'est un sujet dans lequel les questions scientifiques et parfois très techniques viennent rencontrer des enjeux politiques. Alors,
Pour répondre à la question, je vais commencer par essayer de bien dégager ce qui relève de la volonté politique, ce qui relève de la technique et comment les uns et les autres se retrouvent. Et d'abord, c'est la question, effectivement, qu'est-ce qu'on attend d'un Parlement? Déjà là, on peut attendre des choses différentes. On attend d'un Parlement qui soit aussi représentatif que possible, certes. Alors déjà, on peut argumenter. Est-ce qu'on veut qu'il représente les citoyens dans toute leur sensibilité d'opinion ou les citoyens dans toute leur sensibilité de trajectoire de vie? Est-ce qu'on veut qu'il y ait des CSP-, des CSP+, des personnes issues de l'immigration ou pas, etc. Quel genre de diversité on veut? Et puis, un Parlement, on peut attendre aussi qu'il ait une certaine efficacité. Alors, un Parlement, c'est toujours un lieu de désordre où des opinions contradictoires s'expriment, où on passe beaucoup de temps et parfois trop de temps à discuter, mais c'est normal. Mais on veut quand même que le Parlement puisse arriver à prendre des décisions, qu'on ne se retrouve pas dans des blocages d'obstruction parlementaire permanente ou des choses comme ça. On peut aussi vouloir que le Parlement joue bien son rôle, d'une part de contrôler le gouvernement, d'autre part de rendre des comptes aux citoyens, qui est la dose de proximité, qui est la communication, qui est la fréquence. Et ça se traduit à travers tous les exercices qui peuvent être des questions au gouvernement, qui peuvent être du travail d'amendement, qui peuvent être du travail en commission, etc. etc. Alors, après, ça sont les objectifs du Parlement en tant que tel. Et on veut aussi que dans le scrutin, sur la façon, sur la fabrique de ce Parlement, aussi certains principes démocratiques se mettent en œuvre. Il y a la question qui a été évoquée, participation ou pas participation. Scrutin, pour le coup, scrutin majoritaire, proportionnel ou une dose, en gros, pour autant qu'on sache, ça n'a pas d'influence sur la participation. Ce qu'a présenté Antoine Beaujard tout à l'heure, ou en tout cas, quand on fait les comparaisons internationales, et tel qu'on avait fait la revue il y a 2 ans pour ce travail à l'Office parlementaire scientifique, guerre de corrélation ou corrélation faible. Si Antoinette veut me contredire, elle sera bienvenue et ça fait partie de la dialectique scientifique aussi. Maintenant, d'autres sujets sur lesquels l'influence est nettement plus claire. Premièrement, fait majoritaire ou représentativité, avec cette dialectique qui est très implantée, en particulier en France, cette idée qu'un scrutin majoritaire est bien pour dégager une majorité forte qui permettra ensuite au Parlement d'être fonctionnel, parce qu'il y aura systématiquement une majorité qui viendra avec le gouvernement. Ça vient donc avec une autre question politique qui est culture de coalition ou de majorité. Est-ce que et le paradigme, par exemple, à l'allemande ou dans bien d'autres pays où vous avez une coalition de partis qui va s'occuper de gérer les affaires parlementaires, avec tout ce que ça représente, des ministères d'une couleur politique, des ministères d'une autre couleur politique, un programme sur lequel on s'entend a priori, donc une tradition très différente de la tradition à la française, où ce qui compte, c'est qui est le parti qui a gagné et qui va s'occuper pendant tout un mandat de dérouler son jeu tout en faisant face aux critiques de l'opposition qui n'influent pas sur le résultat. Et puis, troisième débat, intériorisation ou pas des débats de société. Comment est-ce que les débats dans la société se reflètent par les débats au Parlement? L'exemple typique, c'est celui du Rassemblement national ou du Front national, très fortement représenté dans la société française. On le voit dans les résultats aux élections présidentielles. Et très, très peu représenté au Parlement, puisqu'il n'a même pas de groupe au niveau de l'Assemblée nationale. Et ici, derrière, il y a un choix politique, choix de société. Est-ce qu'on souhaite qu'un parti qui est tranché, qui est extrême, qui n'a pas une tradition de s'associer avec les autres, on le met de côté en disant, de toute façon, il n'arrivera pas à s'entendre avec les autres partis, à débattre, c'est pas grave s'il est surreprésenté au Parlement? Ou est-ce qu'au contraire, on veut qu'il soit représenté au Parlement pour que le débat qui fait rage dans la société puisse s'exprimer dans un mode parlementaire et s'apprivoiser par le jeu politique en quelque sorte? Ici, on peut faire une connexion éventuellement, et c'est peut-être ça qu'Antoinette sur lequel voulait insister. Nous avons des électeurs du Rassemblement national qui, depuis longtemps, se disent aussi le mode de scrutin nous défavorise et aux législatives, il est certain que quoi qu'on vote, de toute façon, le scrutin majoritaire fait qu'à la fin, il n'y aura pas de groupe. Importe de rappeler pourquoi est-ce que le Front national est le grand perdant actuellement du scrutin, non pas que ce soit inscrit bien sûr dans la Constitution, qui traite tous les partis à égalité, mais comme d'une part, c'est un parti qui ne s'allie pas, et que d'autre part, c'est un parti qui est assez concentré géographiquement,
il se retrouve pénalisé par la forme du scrutin majoritaire tel qu'il est pratiqué, avec un gagnant par circonscription. On peut regarder la différence avec d'autres formations qui, par exemple, prenaient la France insoumise, Salipa non plus, mais qui est plus réparti déjà que le Rassemblement national, moins pénalisé par le système électoral tel qu'il est. Donc, il y a ce débat-là qu'il faut garder en tête. Est-ce qu'on se dit, c'est un choix citoyen, il n'y a pas de réponse scientifique, est-ce qu'en tant que citoyen, on veut qu'un parti qui fait, je dis n'importe quoi, 25% aux élections, qui rassemble 25% des citoyens, et en gros 25% de représentation à l'Assemblée nationale ou pas? Et selon les constitutionnalistes que vous consultez, ils vont vous faire des réponses différentes, correspondant à des choix politiques différents. Prenez le classique de Carcassonne sur la Constitution, il vous dit en gros, un parti qui ne veut pas s'allier, tant pis pour lui, il n'a pas à être représenté au Parlement. Au Parlement, il faut que soient représentés des partis qui ont une culture d'alliance. Vous prenez un autre constitutionnaliste, il pourra vous donner une réponse différente. Maintenant, prenons la question technique, et ici, je restreindrai les choses en demandant quelle dose de proportionnel. Et donc, je ne rentrerai pas dans tous ces débats passionnants tels que présentés par Antoinette tout à l'heure, des choix multiples, des choix avec des nuances, etc., etc. Ici, ça sera brut, proportionnel ou pas, quelle dose. Et ce qu'on voit tout de suite, et c'est très bien illustré dans les articles et les publications, y compris celles qui ont déjà été citées, de Jérôme Lang, de Marianne Condé, des autres, on ne peut pas juste dire le pourcentage proportionnel en tant que tel, ça n'a pas de sens. On ne peut pas distinguer ce débat d'un autre débat qui est combien de parlementaires. Les deux nombres n'ont pas de valeur séparément l'un de l'autre. Parce que le simple fait de réduire le nombre de parlementaires diminue la représentativité. L'augmenter augmente la représentativité. Et ça, on le comprend très bien. Imaginez la situation où vous avez vous décidez par exemple de diviser le nombre de circonscriptions et vous avez 3 circonscriptions que vous allez regrouper en une. OK ? Bon, donc vous divisez par 3 le nombre de parlementaires, c'est un peu extrême. Sur vos 3 circonscriptions, mettons qu'il y en ait 2 de la majorité et une de l'opposition, ça vous fait 66% pour la majorité, 33% pour l'opposition. Si maintenant vous les regroupez, il n'y aura plus qu'une seule circonscription, ça fera 100% majorité, 0% opposition. Donc une représentation de la diversité qui est bien moindre. Et ça, c'est un débat qui est très identifié depuis longtemps, et on le voit dans les travaux des constitutionnalistes depuis au moins un siècle. Plus vous augmentez le nombre de circonscriptions, plus vous augmentez la représentativité. Et c'est pour ça aussi, quand on cherche à faire les comparaisons d'un pays à un autre par rapport au proportionnel et au système, il faut aussi comparer par rapport au nombre de circonscriptions. Dans des États comme les États-Unis, où vous avez des circonscriptions énormes, c'est forcément pas le même débat que dans un territoire européen qui sont construits avec des maillages plus serrés, avec des histoires politiques différentes. Et vous ne pouvez pas faire des comparaisons d'un continent à l'autre de façon simple. Une fois qu'on a dit ça, on voit que le débat, vous pouvez le poser aussi sur est-ce qu'on augmente le nombre de parlementaires, est-ce qu'on le diminue. Et puis, avant d'aller sur les propositions qui ont été sur la table ces dernières années, je vais rajouter 2 choses importantes. Premièrement, la France a une histoire singulière parce qu'elle a toujours pris sa constitution super au sérieux, parce qu'il y a la Révolution et tout ça. Et chaque fois que le débat arrive en France sur la table, on y accorde une importance extrême, souvent en oubliant combien une élection dépend aussi de bien d'autres facteurs, le climat politique, la propension à s'allier des uns des autres, la culture politique et ainsi de suite. Et donc, on a l'impression, le changement, ça va tout changer si on change le mode de scrutin. Vous entendez Jean-Louis Debré, personnage tout à fait sympathique et cordial par ailleurs, on sait son histoire avec la Constitution, il vous explique sans sourciller que si vous passez à la proportionnelle, même partiellement, vous courez à l'effondrement de la civilisation quasiment. Tellement ça va empêcher la vie politique de se faire. Donc, il y a des débats qui sont passionnés sur ce sujet-là, en France plus qu'ailleurs. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un certain nombre de mythes donc, qui vont avec, par exemple, de mythes sur l'impact que peut avoir telle ou telle réforme. Quand on fait les comparaisons internationales, on voit que beaucoup de ces mythes s'avèrent faux. Et la dernière chose à rappeler, la position de la France et de la Grande-Bretagne en la matière sont singulières. Dans toute l'Europe, c'est les 2 seules démocraties avec une vraie tradition à être collées au scrutin majoritaire et uniquement majoritaire. Partout, il y a
une solide tradition de scrutin avec soit de la proportionnelle intégrale, soit une forte dose de proportionnelle. Et c'est à garder en tête, savoir aussi quelle est notre place par rapport au projet européen, par rapport au projet international. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, oui, je vais donner un autre exemple qui est intéressant parce qu'il s'est produit il n'y a pas longtemps. Il y a quelques années, la Nouvelle-Zélande, je ne sais plus quand, mais d'autres ici le savent, la Nouvelle-Zélande est passée d'un mode de scrutin majoritaire à un mode de scrutin proportionnel. Et ça s'est accompagné d'un changement de la configuration de l'hémicycle, enfin du Parlement néo-zélandais, qui est passé d'une forme majoritaire à une forme de coalition. Donc on voit bien que ces débats sont liés. Alors maintenant, il faut savoir ce qu'on veut. Quand on entend des gens dire il nous faut plus de représentativité, mais en même temps, il ne faut pas perdre d'efficacité, il faut absolument garder le fait majoritaire, ben non, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut plus de représentativité, il faut accepter de baisser le fait majoritaire, de baisser l'avantage qu'a le vainqueur. Et se dire, si on veut continuer à insister sur du majoritaire, de majorité contre opposition, ou si on veut passer sur de la coalition, ça va aussi avec ça. Alors, la formule qui était dans les tuyaux, qui était dans les tuyaux dans la réforme à un moment et sur laquelle on planchait, c'était un scénario avec une réduction de 30% du nombre de parlementaires, 15% de la proportionnelle. Premièrement, quand on dit 15% de proportionnelle, c'est mal défini. Ça dépend de la façon dont on fait les comptes. Parce que vous avez une partie des députés qui seront élus au majoritaire, une partie des députés qui seront élus au proportionnel. Est-ce que ça veut dire qu'il y a deux listes séparées? Est-ce que chaque citoyen vote un député au majoritaire dans sa circo, et puis sur une liste nationale, un député correspondant à de la proportionnelle, un député correspondant à des partis? Ce n'est pas la seule formule possible de fixer un nombre de sièges pour l'un, un nombre de sièges pour l'autre. Il y en a d'autres qui sont possibles. Les deux modes les plus utilisés sont le correctif et comment s'appelle-t-il, le troisième, le compensatoire. Il y a le compensatoire, il y a le correctif. Et en fonction des choix que vous faites, il va s'agir de corriger de façon plus ou moins importante pour se rapprocher plus ou moins de ce que serait une proportionnelle intégrale. Prenez nos collègues allemands, par exemple. Eux, ils font un vote compensatoire avec compensation jusqu'à arriver à la représentation intégrale. D'abord, il y a une élection par scrutin majoritaire, circonscription par circonscription. Dans le même temps, on vote aussi pour des députés qui sont sur des listes au niveau de chaque land. Et ensuite, on rajoute au résultat du vote majoritaire, on pioche dans la liste des députés qui ont été désignés sur les listes pour la proportionnelle. Et combien on en pioche? On en pioche le nombre qu'il faut pour qu'à la fin des fins, le résultat corresponde exactement au vote proportionnel. Vous allez me dire, c'est un peu tordu. Pourquoi se donner tout ce mal, cette recette compliquée, pour en arriver finalement à un résultat qui sera comme le vote proportionnel? La réponse, c'est que le mode de scrutin peut favoriser des profils différents. Vous avez des députés qui sont élus au majoritaire, qui ne sont pas rattachés à une grande famille politique, parfois qui sont des électrons libres. Pensez au cas de Jean Lassalle. Ou pensez à d'autres députés qui se retrouvent élus, eux, avec leur personnalité très forte, alors que leur parti est en déroute. Il y a eu des exemples, par exemple, dans le Parti socialiste aux dernières élections en 2017. Un scrutin majoritaire, c'est une responsabilité personnelle aussi. Si vous êtes député, vous pouvez vous dire c'est moi qui ai été élu. Tandis que si vous êtes sur une liste, vous pouvez vous dire c'est mon parti qui a été élu. Ce n'est pas le même sens des responsabilités. Ce n'est pas les mêmes profils peut-être. Peut-être que viendront sur les listes au scrutin proportionnel des gens qui sont plus dans une logique d'appareil, de cours, ceux qui arrivent le mieux à se faufiler près des sommets. Peut-être des gens qui passent plus de temps auprès de leur parti, de leur siège, qu'auprès des citoyens. Qui sait? Et donc, c'est bien d'avoir cette diversité. Dans la Constitution allemande, ils se sont dit on veut les avantages des uns et les avantages des autres, avoir des profils élus pour leur personnalité, mais dans le même temps, faire en sorte que à la fin, le Bundestag, il reflète bien l'équilibre qui a été exprimé par la nation et qu'il le reflète exactement. Alors, ils ont un inconvénient à ça, c'est que quand ils se lancent dans une élection législative, ils ne savent pas au départ combien il y aura de députés. Tandis que nous, on sait 577 et voilà. Quel est le choix? Ici, on voit que ce sont derrière, ce n'est pas juste une recette de cuisine, ce sont des choix politiques qui ont été exprimés explicitement en amont et c'est ça qu'il faut faire. Alors maintenant, le système français qui est proposé, c'était en gros réduction de 30% du nombre de députés et sur une liste séparée, 15% de proportionnel. Un tel système, tel qu'on l'a évalué avec certains chercheurs et avec certains d'entre vous parmi les orateurs, en gros, il ne changerait rien à la représentativité de ce que c'est aujourd'hui. Je dirais
l'augmentation de la représentativité venant des 15% de proportionnel serait en pratique compensée par la réduction de la représentativité liée à la réduction du nombre de députés. Et on peut se demander aussi, tout ça pour ça, c'est pas clair quel serait l'avantage. Alors on pouvait dire, oui, mais ça montrera dans les temps difficiles qu'on réduit le nombre de députés, qu'on sait faire des efforts, avoir un train de vie modeste, etc. J'ai pu tenir des discours comme ça à une époque. Maintenant qu'on est passé par les épisodes des Gilets jaunes et beaucoup de choses qui ont montré à quel point il était important de resserrer le lien entre les élus et les citoyens, je ne pense plus ça. Je pense que c'est une erreur de réduire le nombre de députés. Si on le maintient constant, si on l'augmente. Alors si on l'augmente, ça posera des problèmes au Palais Bourbon, il faudra augmenter, changer la configuration et tout, mais après tout, pourquoi pas. Mais en tout cas, pas de réduction du nombre de députés pour moi. Et maintenant, ce que je pense aussi, c'est que les 15%, même si ça augmente un nombre de députés constant la représentativité, ça ne l'augmentera pas beaucoup, ça c'est certain. Alors, si on fait 15% en correctif ou encore plus en compensatoire, ça augmentera déjà davantage la représentativité. Mais je pense personnellement, et ça correspond à mes réponses aux questions que je faisais tout à l'heure, qu'il faut y aller sur beaucoup plus. Et une dose de proportionnelle importante, c'est-à-dire quelque chose comme 30, 50% de proportionnel ou quelque chose comme ça. Voire, pourquoi pas, basculer carrément dans une représentation proportionnelle intégrale, même si ce que font nos voisins allemands pour dire qu'il y a un mix entre les députés élus majoritaires et les députés élus sur des listes me semble important. Un scrutin tel que le proposait Jean-Louis Bourlange, dans lequel ce serait un vote intégral de la proportionnelle, c'est un scrutin qui va favoriser des profils qui sont des profils de parti et partant forcément des logiques d'appareil. Je ne prétends pas que les logiques d'appareil sont forcément mauvaises et que les personnalités sont forcément vertueuses, bien sûr que non, mais c'est bien d'avoir une certaine diversité. Alors on me dira, et certains disent, ouais, mais ça fera 2 catégories de députés. Je réponds, vous savez, il faut être pragmatique, ce n'est pas forcément grave. De l'autre côté du Rhin, ils ont 2 catégories de députés, oui, ceux qui ont été élus en circonscription, ceux qui ont été élus à l'échelle du Land, et ils s'en portent pas plus mal. Ça fait après tout un mélange de genres au Parlement, et le Parlement, c'est un truc qui est foisonnant. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit bien ordonné, bien structuré, c'est bien qu'il y ait la diversité qui s'exprime autant que possible. Voilà donc l'état de réflexion. Ça doit s'inclure dans une réforme institutionnelle. Si on veut bien faire les choses, ça s'inclut dans une réforme constitutionnelle qu'il est très difficile de faire en fin de mandat. Parce que tout de suite, si vous la faites, on vous accuse de trafiquer les choses pour préparer votre réélection. Ça viendrait, si on s'y prenait maintenant, dans une période très difficile et très compliquée au plan démocratique, parce qu'il y a la crise sanitaire et tout ça. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment. Mais j'appelle de mes voeux le fait qu'une réforme des institutions vienne dans les quelques années à venir. Merci Cédric Villani d'avoir exposé un petit peu les réflexions autour de cette dose de proportionnel et de vote majoritaire. Voilà, la proportionnelle qui n'est pas encore adoptée en France, mais qui est au cœur des débats et qui constitue pourtant la norme actuelle chez nombre de nos voisins européens. Vous avez beaucoup parlé de l'Allemagne. En France, également, elle a marqué l'histoire de la démocratie, voilà, de manière un petit peu plus lointaine. Marianne Coandé, vous avez écrit à ce propos dans l'article une dose de proportionnelle, pourquoi, comment, laquelle, pour le laboratoire d'idées Terra Nova, on en parlait en introduction. Et vous balayez par vos recherches un peu quelques idées reçues, quelques préjugés tenaces sur la proportionnelle. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, bien volontiers. Alors d'abord, je tiens à remercier vigoureusement Antoinette Beaujard de son invitation et à rappeler l'importance majeure qu'elle a eue dans nos travaux, puisque c'est après l'avoir entendu s'exprimer justement sur de nouveaux modes de scrutin, les votes, ce que j'appelle moi le vote par note, mais qu'elle appelle de manière plus scientifique le vote par jugement majoritaire en particulier, c'était pour essayer, ou le vote par inclusion,
C'était pour essayer d'évaluer avec un groupe pluridisciplinaire, justement, l'incidence de ces changements de mode de scrutin. Et donc, j'avais beaucoup regretté qu'ensuite Antoinette Beaujard puisse pas être tout le temps présente avec nous, mais je voulais justement avoir des points de vue de sociologues, de philosophes, de politistes, de juristes, et puis grâce à Jérôme Lang, de mathématiciens. Et je pense qu'effectivement, tous ces regards sont nécessaires. Alors, sur les modes de scrutin, je dois vous avouer que personnellement, pendant très longtemps, j'étais tout à fait favorable au scrutin majoritaire, que j'étais convaincue, comme on me l'avait enseigné dans mes cours de droit constitutionnel, que la proportionnelle allait nécessairement générer l'instabilité, le régime des partis et tout ça. Et c'est seulement en approfondissant ces questions, notamment au sein de ces groupes de travail pluridisciplinaires, que j'ai revu complètement ma position, et sans qu'on se soit concerté, je suis contente de voir qu'on est sur des points de vue tout à fait proches avec Cédric Villani. Alors, ce que je vous propose, c'est que très rapidement, on envisage d'abord les enjeux de ce changement de mode de scrutin, pour ensuite voir quels sont les obstacles à un changement et comment on pourrait surmonter ces obstacles. Alors, les enjeux, ils ont déjà été évoqués par les uns, par les autres, et je les en remercie, mais j'y reviens un tout petit peu. Le premier enjeu, c'est une meilleure représentation. Et on va voir pourquoi, comment. Et puis, le deuxième enjeu, c'est aussi, et là, ça sera difficile à faire entendre à certains, un régime peut-être un peu moins monarchiste. Alors, premier enjeu, une meilleure représentation. Là, c'est relativement connu, je vais relativement vite, mais tout de même, tous ceux qui sont avec nous ne sont pas des spécialistes de droit constitutionnel. Donc, rappelons un petit peu des éléments de base. Le scrutin majoritaire permet d'attribuer les sièges à ceux qui ont obtenu la majorité, soit à un tour, comme en Grande-Bretagne, aux États-Unis, soit à 2 tours, comme en France. Donc, ça permet une représentation qui n'est pas très satisfaisante, puisque au scrutin majoritaire, seuls 2 grands partis, quand c'est à un tour, ou 2 grands blocs, quand c'est à 2 tours comme en France, vont être représentés. En revanche, les opinions minoritaires, longtemps les écologistes, etc., n'auront à peu près aucune chance d'être représentés au Parlement. Donc, c'est un vrai problème. La représentation proportionnelle, au contraire, est pratiquée dans pratiquement tous les pays de la Terre, à l'exception de la Grande-Bretagne et de ses anciennes colonies, à commencer par les États-Unis, mais aussi d'autres pays. On vient de voir que la Nouvelle-Zélande venait de changer après de longues années de scrutin majoritaire. Donc, le scrutin majoritaire est exercé dans ces pays-là, mais dans le reste du monde, on a effectivement un scrutin proportionnel ou un scrutin mixte. Et on verra que c'est le cas de tous les pays de l'UE, sauf la France. Donc, la proportionnelle, elle a l'avantage d'assurer une meilleure représentation, bien sûr, avant tout, des opinions politiques. C'est-à-dire que, tandis que le scrutin majoritaire déforme l'image de l'opinion pour produire un effet de loupe où la majorité paraît plus grosse et les autres paraissent plus petits ou n'apparaissent pas du tout, la proportionnelle, elle, donne une image bien plus fidèle de l'opinion. Donc, c'est beaucoup plus juste, c'est beaucoup plus démocratique. Ça permet une plus grande diversité des opinions politiques. Les petits partis seront donc présents, pourront participer à la discussion. Et ça permet aussi une meilleure représentation sur beaucoup d'autres points de vue. Par exemple, pour ce qui est de la représentation des femmes, la toute dernière assemblée a progressé, on est à 30%, mais enfin, globalement, quand même, la représentation des femmes sous la Ve République, c'est loin d'être formidable. Or, quand on fait des observations mondiales de la présence des femmes dans les parlements nationaux, on voit que le mode de scrutin joue un rôle crucial, que chaque fois qu'on a un scrutin majoritaire, ça génère mécaniquement une sous-représentation des femmes. Il en va de même pour d'autres catégories, c'est-à-dire pour les jeunes. Les jeunes sont complètement sous-représentés avec le scrutin majoritaire, la proportionnelle leur donne plus de place. Il en va de même pour les personnes d'origine plus modeste, pour les ouvriers, pour toutes les personnes d'origine plus modeste. Donc, la proportionnelle permet vraiment, alors de manière plus ou moins importante, mais quand même globalement, une meilleure représentation par genre, profession,
origine, origine géographique, point de vue politique, etc. Donc, c'est tout de même quelque chose de plus démocratique. Alors, en ce qui concerne l'abstention, de mon côté, on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter, mais j'avais fait faire un mémoire à un étudiant là-dessus, justement sur le rapport entre scrutin proportionnel ou majoritaire et taux de participation. Et ce qu'on avait observé, c'est qu'il y avait tout de même une participation plus forte dans les pays qui pratiquaient la proportionnelle pour le Parlement, pour l'Assemblée nationale. Et alors après, il y avait effectivement d'autres facteurs qui entraient en ligne de compte, et notamment le type de régime politique. Alors, en ce qui concerne la France, je tiens d'abord à souligner que nous pratiquons déjà la proportionnelle ou des scrutins mixtes. On a déjà la plupart de nos élections dans lesquelles on a la proportionnelle ou des scrutins mixtes. C'est le cas au Sénat, où on a certains sénateurs élus à la proportionnelle, d'autres au scrutin majoritaire. Et on n'en meurt pas, hein, les sénateurs non plus, ça se passe très bien. On a aussi une proportionnelle pour les élections régionales, enfin un scrutin mixte, puisqu'il y a une prime majoritaire, et de même pour la plupart des communes. Donc, c'est un mode de scrutin auquel on est habitué. Ce scrutin proportionnel, par exemple aussi pour élire nos représentants au Parlement européen, ou scrutin mixte pour les autres élections. À l'Assemblée nationale, eh bien, on a un vrai problème. Des études d'opinion récentes montrent qu'à peu près 30% de l'opinion fait confiance au Parlement ou à l'Assemblée nationale, ce qui me semble quand même très inquiétant dans une démocratie. Alors, ça peut s'expliquer par de nombreuses causes, mais je trouve ça grave, parce que le Parlement, c'est ce qui nous représente. Le seul vrai représentant du peuple dans un pays, c'est le Parlement. Le président de la République, c'est un élu, mais justement, il ne peut pas représenter le peuple parce qu'il ne représente pas sa diversité. Et parce que ce n'est pas lui qui vote la loi. On se posait la question tout à l'heure, à quoi sert un Parlement ? Eh bien, Hans Kelsen, qui était un des plus grands constitutionnalistes, nous enseigne qu'un Parlement sert à parlementer. Et pour parlementer, eh bien, il faut avoir plusieurs points de vue. Et pourquoi est-ce qu'il faut qu'il parlemente, le Parlement, pour faire des bonnes lois ? Et qu'est-ce que c'est qu'une bonne loi ? Est-ce que la bonne loi, c'est ce que le chef suprême a décidé à tel moment ? Ben non. Montesquieu, tous les constitutionnalistes de tous les temps nous ont montré que la bonne loi, c'est celle qui est le fruit d'une délibération, d'une discussion. Quand on a une opinion qui est dictée par une majorité d'un coup, elle va se heurter très vite à des oppositions de plus en plus nombreuses. Alors que quand la loi a été longuement mûrie, qu'elle a été débattue avec l'expression de tous les points de vue différents, eh bien, elle sera le meilleur compromis possible pour l'intérêt du plus grand nombre. Ça sera une loi généralement plus juste. Et c'est pour ça que le rôle du Parlement est tellement important et qu'il faut que le Parlement représente réellement la population, que chacun d'entre nous se sente représenté et qu'il puisse réellement parlementer, réellement discuter et non pas être à une assemblée de godillots au garde à vous devant un chef. Parce que ça, à long terme, ça ne peut pas fonctionner convenablement. Donc, si on veut que ce Parlement soit divers sur tous les plans et qu'il puisse réellement parlementer pour faire des lois justes, eh bien, il faut que sa composition soit satisfaisante. Or, notre Assemblée nationale actuellement, les politistes l'ont établi, c'est plutôt une assemblée de vieux mâles blancs bourgeois. Et ça, c'est un vrai problème parce que comment veut-on que les Français aient confiance dans leur Parlement si, d'une part, ils ne les représentent pas et d'autre part, ils marchent au garde à vous. Donc, les 30% d'opinion favorable au Parlement qu'on a vu tout à l'heure ne signifient pas que par définition, un Parlement, ça ne sert à rien. Ça montre que si on veut avoir un Parlement qui remplit sa fonction, qui est de représenter le peuple et de faire les meilleures lois pour tout le monde, eh bien, il faut lui permettre justement d'être représentatif, il faut lui permettre de réellement représenter tout le monde pour pouvoir discuter de manière pertinente. Donc, on a ce vrai problème de cette assemblée de vieux mâles blancs bourgeois, il faudrait diversifier sa représentation. Je tiens à rappeler aussi qu'actuellement, on a, du fait du scrutin majoritaire, la moitié de l'opinion publique qui n'est pas représentée à l'Assemblée nationale.
Et ça, c'est un vrai problème, hein. Je vous renvoie aux travaux notamment de Bastien François. Comment veut-on que les Français aient confiance dans leur Parlement si la moitié de l'opinion publique ne s'y sent pas représentée? C'est pas possible. Donc, il faut faire changer les choses. Donc, premier enjeu, que le Parlement représente mieux euh, la France, les Français, dans leur diversité. Deuxième enjeu, un régime moins monarchiste. Alors, pourquoi cela? Eh bien, parce que si on observe, par exemple, tous les pays de l'UE, qui ont des cultures assez proches, etc., sur les 27 pays de l'UE, on en a 26 qui ont un régime parlementaire, tous sauf Chypre. Parmi ces régimes parlementaires, on en a la moitié dans lesquels le chef de l'État est soit un roi, dans 6 pays en dehors de l'UE, en dehors de la Grande-Bretagne, et la moitié, ou alors, donc, soit le chef de l'État est un roi, soit c'est un président élu indirectement, comme en Allemagne, en Italie ou en Grèce. Mais on a aussi la moitié des pays de l'UE dans lesquels le président est élu directement par le peuple. Alors nous, Français, on croit toujours qu'on est les seuls au monde à élire directement notre président, alors que c'est faux, puisqu'on voit que c'est le cas dans la moitié des pays de l'UE, et qui ont un régime extrêmement proche du nôtre, puisque ce sont des régimes parlementaires, c'est-à-dire régimes dans lesquels le gouvernement est responsable devant le Parlement, et en même temps un président élu directement par le peuple. Or, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien que dans les faits, dans tous les pays de l'UE, en dehors de Chypre, qui est un régime présidentiel, et en dehors de la France hors cohabitation, c'est non pas le chef de l'État qui définit la politique nationale, mais le gouvernement dirigé par le Premier ministre. Même quand le président est élu directement par le peuple. Donc, l'autre présupposé qu'on a toujours en France de dire c'est normal que le président dirige tout puisqu'il est élu directement par le peuple est complètement faux. D'abord, c'est complètement faux parce que les députés, eux aussi, sont élus directement par le peuple et c'est eux qui nous représentent avant tout. Et deuxième chose, parce que dans les autres pays de l'UE où on élit directement le président, on laisse le gouvernement gouverner. Et on ne permet pas au chef de l'État de tout diriger. Pourquoi cela? Eh bien, parce que c'est une dérive monarchiste. Et parce que surtout, il est important que ce soit le gouvernement qui dirige la politique nationale parce qu'on peut le contrôler, parce qu'il est responsable. On pourrait se dire, bon, nous, on est plus intelligents que les autres, c'est mieux chez nous que ce soit le président qui dirige tout, sauf que le problème, c'est que notre président est incontrôlable, il est irresponsable politiquement, en cours de mandat, on ne peut rien faire contre lui. Alors que si dans tous les pays de l'UE, et je les ai étudiés, j'ai étudié leur évolution constitutionnelle pendant 2 siècles dans tous les pays de l'UE, et si dans tous les pays de l'UE, en 2 siècles, on a abouti à ce que ce soit un gouvernement et non pas un chef d'État qui dirige la politique nationale, c'est parce qu'il est légitimé par les parlementaires qui nous représentent et qu'il est contrôlé en permanence par eux. Dès qu'il gouverne mal, il peut être renversé, alors que le chef de l'État peut mal gouverner, on ne pourra rien faire contre lui. Donc le véritable enjeu, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que si l'on essaie de comprendre la spécificité française, pourquoi la France ne fonctionne pas en pratique comme ses voisins qui ont le même régime? On se rend compte que l'originalité de la pratique française s'explique par la combinaison de plusieurs facteurs, et en particulier par le fait que c'est le président qui a le droit de dissolution chez nous. Oui, mais c'est aussi le cas, par exemple, au Portugal. Alors qu'au Portugal, comme dans les autres pays de l'UE, c'est le gouvernement qui dirige la politique. Le facteur, un des facteurs les plus importants, parmi les 4 facteurs qui expliquent la spécificité française, eh bien, c'est justement le mode de scrutin. L'originalité française s'explique non seulement, bien sûr, par le fait que le président soit élu directement, c'est le cas de la moitié des autres pays, par le fait que le président ait le droit de dissolution, c'est le cas aussi au Portugal, mais aussi par le mode de scrutin. Pourquoi? Parce que justement, quand un président est doté du droit de dissolution et que le scrutin est majoritaire, avec son droit de dissolution, il fait très peur aux parlementaires. Parce que s'ils ne sont pas assez disciplinés, la composition de l'Assemblée va changer complètement après une dissolution. Alors qu'avec un scrutin majoritaire, oui,
Hop. Marianne Cohandet, excusez-moi de vous interrompre. Simplement pour vous dire que le temps passe très vite. Il est déjà 15h05. Donc voilà, voilà, vous pouviez… Donc je vais résumer un petit peu la suite. Voilà, résumer pour qu'on puisse passer à la dernière partie et ensuite répondre aux questions du public. Merci. Donc, je n'entre pas dans les détails, j'y rentrerai éventuellement après des questions. Simplement pour dire voilà, qu'on aurait un régime moins monarchique. Le président serait un arbitre comme il devrait l'être selon le texte constitutionnel. Alors ensuite, quels sont les obstacles à surmonter? Eh bien, la question de l'instabilité, le risque aussi d'une montée en puissance des partis d'extrême droite, mais il y a aussi des moyens pour surmonter ces obstacles. Donc très rapidement, le risque d'instabilité en France, on s'imagine que la proportionnelle génère l'instabilité. Ça a été dit avant, c'est faux. L'analyse des autres pays montre qu'on a de nombreux pays qui sont parfaitement stables, notamment l'Allemagne, la Suède, le Luxembourg, etc., avec un scrutin proportionnel ou un scrutin mixte. Autre argument, on dit que dans notre histoire, la 3e et la 4e ont été instables à cause de la proportionnelle. C'est faux aussi. Sous la 3e, on avait un scrutin majoritaire. Et sous la 4e, l'instabilité s'expliquait par beaucoup d'autres facteurs que celui-ci. Le risque d'extrême droite, de montée en puissance de l'extrême droite, oui, c'est un problème majeur et indéniable. Effectivement, avec un scrutin proportionnel, on aurait plus d'élus de l'extrême droite au Parlement. Mais ça a été dit également, c'est un véritable choix politique que de savoir comment on gère cette question-là. Et il faut voir aussi que si on reste avec un scrutin majoritaire, on peut se retrouver aussi un jour avec une extrême droite qui bénéficie des effets de loupe du scrutin majoritaire. On a vu l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis avec un scrutin majoritaire. On a vu aussi Boris Johnson en Grande-Bretagne. Donc, comment surmonter tout ça? Eh bien, d'abord en ne faisant qu'une dose de proportionnelle, même si je suis d'accord sur le fait que cette dose doit être forte pour avoir un effet si on veut vraiment faire changer les choses. Et puis surtout, se souvenir que la 5e a été écrite avec l'idée que le scrutin serait peut-être bien proportionnel. Le mode de scrutin chez nous n'est pas défini dans la Constitution, mais dans la loi, parce qu'au moment de la rédaction de la 5e, Michel Debré, c'est pour ça que son fils aussi, il est très attaché, Michel Debré voulait un scrutin majoritaire, mais la majeure partie de la classe politique voulait la proportionnelle. On a donc une possibilité de changer assez facilement ce mode de scrutin, et il faut bien voir que notre régime peut fonctionner quand même, peut quand même assurer la stabilité, et que d'autre part, en établissant des seuils relativement élevés, des circonscriptions pas trop grandes, on peut aussi atténuer les risques de la proportionnelle pour avoir un régime tout à fait stable. Merci Marianne Cohandet d'avoir balayé un peu pour nous voilà, tous ces préjugés sur la proportionnelle. On va passer maintenant à la 3e piste de la rénovation de la démocratie électorale qui nous amène à réfléchir à tous les modes de scrutin, donc y compris celui des budgets participatifs. Je vais faire très rapide pour rappeler que c'est un concept venu de Porto Alegre qui a été l'une des premières villes à mettre en place un budget participatif en 1989 et qui est devenu donc le symbole mondial des publics de citoyenneté. En France, certaines villes s'y essaient depuis plusieurs années. Grenoble, par exemple, tout près de chez nous, voilà, qui a adapté en 2017 le mode de scrutin associé à la procédure d'allocation des budgets participatifs de ces quartiers, sous mandat écologiste. Laurence Beaufet, je m'adresse à vous maintenant. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de la métropole de Lyon à la participation et aux initiatives citoyennes et que vous vous intéressez donc à la question du renouvellement des pratiques politiques et démocratiques. Est-ce que vous pouvez nous parler des projets de participation directe au sein de la métropole? Pour quels objectifs, et puis de nous parler peut-être des difficultés qu'il y aurait pour une ville qui souhaiterait appliquer ces budgets participatifs. Merci beaucoup pour votre invitation. Et puis, je vais peut-être même commencer par là, justement. Qu'est-ce que je vois, moi, derrière ce mot-là? Et puis, à la fin, peut-être vous dire ce qu'on prévoit à la métropole ou pas, justement.
Alors, je fais partie d'un mouvement politique qui s'appelle Ensemble pour une alternative de gauche écologiste et solidaire. C'est pas que je veuille absolument en faire la pub, mais il se trouve que dans ce mouvement-là, on a beaucoup d'altermondialistes qui sont fondateurs de ce mouvement, qui a été créé au moment de la création du Front de gauche. Voilà, ça situe un tout petit peu. Donc, on a suivi, et pour ma part, c'est le cas du peu de temps que j'ai, les forums sociaux mondiaux et ces expériences-là. Et effectivement, à Porto Alegre, ce qui était important à cette époque, dans les années 90, à l'issue aussi au Brésil ou dans d'autres pays d'Amérique du Sud, de régimes politiques qui étaient beaucoup plus durs et de dictatures, de lutter contre la corruption et aussi la défiance vis-à-vis des élus. Donc, c'était l'idée de faire participer aussi des citoyens et des citoyennes qui ne participaient plus et de retrouver une sorte de justice sociale. Donc, par exemple, Porto Alegre a été jusqu'à définir 100% de son budget d'investissement par ces méthodes-là de la participation. C'est aussi des coins du monde où il y avait d'autres pratiques historiques qu'on connaît beaucoup moins chez nous, notamment des pratiques qui venaient de cultures où il n'y avait pas la notion de propriété et où la décision collective était une habitude. Dans des villages, dans des groupements humains, etc. Et on retrouve du coup aussi des avancées sur les budgets participatifs dans le monde, dans des pays qui ont un peu ces histoires. Soit des histoires un peu fédérales, on le retrouve par exemple au Canada, dans certains pays d'Amérique du Sud, ou même en Espagne avec des avancées aussi, avec des assemblées citoyennes, avec du coup des budgets discutés collectivement avec tout le monde, dans des villes avec plus ou moins de succès, mais qui l'ont tenté. Et on l'a vu avec le mouvement des indignés, par exemple, et ce qu'il en reste, mais ce qui est aussi dans l'histoire de la culture locale, que ce soit par exemple à Barcelone ou à Valence en Espagne. Donc du coup, dans ces idées de budget participatif, il y a le fait que, normalement, si on le fait bien, la règle du jeu est définie déjà par les personnes qu'on inclut qui sont à l'origine de ces choix. C'est-à-dire c'est les citoyens eux-mêmes en fait, qui doivent définir la règle du jeu. Normalement, c'est ça. Ensuite, ils ont un volant d'argent que leur met la puissance publique ou les élus à disposition et ils décident de ce qu'ils veulent en faire tout seuls avec ces règles du jeu qui ont été au préalable établies. Ensuite, sur les projets qui sont proposés, les techniciens la reviennent. Techniciens, prenez-le au sens large, c'est-à-dire peut-être l'administration ou de nouveau les élus qui reviennent voir est-ce que c'est possible, c'est pas possible, comment on fait, ça va coûter combien sur chaque part. Et de nouveau, les citoyens doivent prioriser quelque part. Et là, parfois, c'est du vote. Parfois, c'est des journées de discussion. Là, les modalités peuvent être assez importantes. Et puis après, ceux qui ont été choisis, on les met en œuvre. Le problème que l'on voit assez rapidement, c'est que, en particulier en France, mais on le retrouve, c'est que finalement, on restandardise un peu ce budget participatif. On trouve des modalités web qui font avancer le schmilblick, mais qui aussi mettent des règles tout de suite un petit peu fermées, potentiellement. On a aussi, et c'est très bien, le fait que le budget participatif s'est beaucoup démocratisé, énormément de villes le pratiquent, et ce qui était à l'origine, qui venait un peu des mouvements desquels je fais partie, qui est très à gauche, c'est plus du tout forcément le cas aujourd'hui. On peut avoir des villes de toutes sortes de couleurs politiques, et on le voit partout en Europe, y compris en France, qui vont tenter ces budgets. Mais du coup, on a budget participatif et budget participatif. Derrière ce mot se cachent beaucoup de choses. Et pour ma part, je souhaite qu'on garde cette philosophie d'origine qui était la justice sociale et la participation de toutes et tous, y compris des publics, pour lesquels ce n'est pas facile de s'inclure à la vie publique, à la vie de la cité plus largement. Donc, finalement, pourquoi ça se dévoie un petit peu ? Quel est le contrat démocratique ? Comment se partage le pouvoir ? Et on en revient toujours à ça, et c'est peut-être pas lié au vote qu'on a discuté juste avant, mais quand même, c'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on laisse vraiment au choix ? Et on peut avoir des budgets participatifs qui, en fait, donnent éventuellement une grosse masse d'argent, mais pour faire un bout de place, un coin de rue, un petit jardin, etc. Et évidemment, les grandes infrastructures, elles ne sont pas décidées de façon collective. Ou alors, on a des budgets qui sont effectivement que sur de l'investissement. Or, des fois, c'est plus complexe que ça, l'argent qu'on manipule. On peut aussi avoir mis au pot des budgets participatifs des aménagements, de l'investissement, souvent c'est sur de l'espace public, qui auraient de toute façon été faits quelque part. Et où la technique, quand elle passe en deuxième couche derrière le choix, va dire « Ah oui, mais là, ça, c'était pas possible ».
ou non, mais on avait aussi ça, est-ce que vous êtes d'accord pour quand même un peu amender? Et au final, on n'a pas toujours des choses qui sont réellement collectivement décidées. Ça vient aussi du fait, je trouve qu'on discute toujours quel est le truc très classique, par exemple en France, c'est de dire les élus délibèrent, l'administration exécute, et puis bon, les habitants là-dedans, quand on veut les inclure, c'est un peu embêtant, ça bouge les plannings, on ne sait pas sûr comment est-ce qu'on va tenir nos engagements si on les fait intervenir, mais si finalement ils changent tout, comment on va s'en sortir par rapport à nos promesses électorales, etc. Donc ça, c'est toujours une dichotomie importante. Et on l'a même au sein des élus eux-mêmes, puisqu'on va avoir des fois aussi des problématiques, et c'est le cas dans des grosses collectivités, ou même entre élus déjà, c'est difficile, et où il y a aussi des luttes de pouvoir avec l'administration parfois. Donc quand on rajoute le niveau citoyen là-dedans, les budgets participatifs parfois peuvent être effectivement 10 ou 15% avec des montants importants, mais qui seront sur des projets où en gros, on sait gérer la bagarre. Voilà. Donc, pour ma part, ce que je défends moi à la métropole et qui peut aussi être qu'on a fait de façon générale et qui est à défendre et où je défends moi aussi mon bout de gras à l'intérieur du nouvel exécutif ou de l'administration telle qu'elle est actuellement, c'est que on est bien. Je reviens à ce fameux mot contrat démocratique. Qu'est-ce qu'on met au choix, vraiment? Quel est le niveau de co-construction? Et si on va très très loin, quel est le niveau de codécision qu'on laisse aux habitantes et aux habitants? Et ça peut être soit un budget participatif, soit quelque chose qu'on avait déjà dans la liste des choses à faire, mais pour lesquelles on ne met pas toutes les réponses aux questions. Et ça, c'est le plus difficile. Et je dirais même que si moi, je fais un budget participatif, et c'est ce qu'on est en train de discuter, et ça prend un petit peu de temps, et j'expliquerai aussi pourquoi, parce qu'il y a une particularité à la métropole, parce que c'est une métropole, justement, c'est vraiment cette question-là. Et de quelque part dire aux élus ou aux administrations, quand on met le plus fort degré, est-ce que vous êtes prêts à aller jusqu'au bout? Parce qu'on est déjà au niveau 2 de la participation. On n'en est même plus, puisque maintenant que les budgets participatifs sont connus ou que les dispositions de participation sont connues, on n'en est plus à dire aux habitants « venez, vous allez voir, c'est super ». Non seulement ils sont déjà venus voir, pour le plus souvent, et ils sont déjà repartis. C'est-à-dire que la défiance, elle ne s'est pas arrêtée. Ce n'est pas parce qu'on est venu une fois discuter d'un budget participatif, il y a déjà des déçus en quelque sorte de ces dispositifs. Les plus adaptés restent ceux qui sont déjà dans nos instances citoyennes classiques, conseils de quartier, conseils citoyens et autres, qui réussissent à s'y adapter, qui ont souvent des niveaux, pas forcément de richesse, mais des niveaux de compréhension ou de culture qui s'adaptent facilement à notre technicité, à ce que les élus font, à ce que les administrations font. Et ça, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber, on doit pouvoir parler à plus de monde. Et donc, ces niveaux de contrat démocratique, pour moi, sont très importants. Il y a aussi quand même une conséquence liée au mandat, c'est que les calendriers sont contraints si on veut avoir des productions, en tout cas sur les collectivités locales, mais ça peut être le cas aussi nationalement. Et ça, c'est embêtant par rapport à la gestion du temps dont on a besoin pour faire de la participation correctement. Et les budgets participatifs, c'est pareil, ils peuvent être annuels. Alors, certaines villes ont quand même inventé des dispositifs qui peuvent être sur 2 ans, enfin sur des temps plus longs, qui permettent le mûrissement des projets un peu différemment. Mais on va être contraint soit par de la technique comptable, soit par la longueur du mandat. Un dernier point que je voulais aborder, c'est que parfois les budgets participatifs, les mieux réussis sont ceux qui permettent aux habitants de s'inclure aussi lors de la réalisation du projet et d'avoir aussi un droit de suite. Ça, c'est ce que j'essaye, moi, de faire valoir, ce droit de suite, c'est-à-dire même quand le projet est fait, ou même quand les citoyens ont co-construit quelque chose avec les élus et l'administration, ils puissent en faire un retour, ils puissent l'amender ensuite, ou bien dire, oui, mais finalement, les usages qu'on avait prévus ne sont pas ceux auxquels on pensait, et donc quelles sont les modalités pour bouger. Voire même là, on est en train de travailler sur un projet qui est de long cours à la Croix-Rousse, c'est même de dire aux élus et aux techniciens qui y travaillent, prévoyez dès le début que ce sera évolutif.
C'est un moyen de faire la ville différemment. Et enfin, je finirai par là, pour ne pas être trop longue, je ne sais pas à combien j'en suis, je m'excuse, c'est de lutter, de laisser les habitants, et ça change nos habitudes très, très particulières en France de ce que j'appelle le travail en silo, c'est-à-dire que l'administration aime les élus, on a chacun une délégation et on ne va pas embêter et empiéter sur le territoire du voisin. Et ça ne permet pas les transversalités. Et ça ne permet pas bien non plus de répondre à ce qu'attendent les habitantes et les habitants. Voyez-le au sens large du terme, hein, pas seulement l'adresse où on loge, mais là où on agit, etc. Et là, on vient de terminer, par exemple, une concertation assez forte du côté de Dessines et Mézieux, qui est liée à un changement de PLU, enfin de plan local d'urbanisme, donc vraiment un truc qui, à la base, serait très technique, mais pour lesquels les ateliers où l'on vient, eh bien, on parle de culture, on parle d'emploi, on parle d'aménagement, d'écologie, on parle de la ville dans 20 ans, dans 30 ans, la place de la voiture, la place des jeunes, etc. Et tout ça, on doit tous le prendre en compte. La méthode nouvelle qu'on essaye d'instaurer, c'est de dire, OK, on fait les paquets qui vont bien et on les renvoie soit vers les villes, soit vers la métropole, soit vers certains élus. Ça oblige à faire un travail collectif dont on n'a pas l'habitude encore en France et qui font aussi de la déception quand les citoyens participent. Donc, je dirais savoir gérer l'inattendu. Et je finirai sur une autre chose, c'est qu'on aime bien, on l'a dit là à plusieurs reprises en France, les débats. Et il ne faut pas non plus les exclure. Et là, les budgets participatifs ne sont pas forcément les meilleurs dispositifs pour cela. Et pour moi, aussi apprendre aux citoyens en quelque sorte à défendre leur bout de gras est aussi important. C'est ce que j'appelle la gestion de la lutte, quelque part, si je réutilise mes mots à moi de mon origine politique. Mais c'est vraiment comment on permet aux citoyens de s'insérer dans les débats que les élus ont eux aussi par ailleurs et de les assumer. C'est aussi un moyen de ne pas finir dans la violence ou dans la contestation stérile. Mais encore faut-il que les élus et les administrations l'autorisent. Et là, quels que soient les échiquiers politiques, c'est toujours une difficulté, mais c'est lié à notre culture très française. Donc je crois aussi que ça passe par les débats, d'où le fait que je défends le droit d'interpellation depuis longtemps, le fait que des citoyens puissent venir par des dispositifs particuliers dans les assemblées, les conseils municipaux ou les assemblées métropolitaines. Et dernière minute, c'est tout, sur la métropole lyonnaise, elle est particulière en ce sens qu'elle est un étage complémentaire au millefeuille administratif qui est une collectivité territoriale de plein exercice. Il n'empêche que la démocratie locale aussi se fait par les communes. Donc, si on mettra en place des budgets participatifs, on va aussi beaucoup le faire avec les communes de la métropole. À haute vitesse, au pluriel, hein, ces vitesses, avec lesquelles les communes voudront le faire. Et donc, il ne s'agit pas d'aller à l'affrontement à chaque fois. Et on réfléchit aussi à travailler par bassin de vie. Donc, c'est lié aussi au pacte de cohérence métropolitain, c'est-à-dire aux règles entre les communes et la métropole qui vont se construire d'ici mars, et dans lequel il y aura la notion de budget participatif et aussi la notion de démocratie participative dans son ensemble. Et là, on en discute du coup sur ces bassins de vie avec les communes qui en font partie. Ouais, je ne vais pas plus vite, mais il y a cette petite particularité et ça viendra peut-être dans les questions. Merci. Merci Laurence Beaufait pour cette intervention. Je vais m'adresser très rapidement à Jérôme Lang en vous précisant que nous avons la possibilité de dépasser un petit peu sur l'horaire prévu de 15h30. Voilà, on a gagné 10-15 minutes. On va quand même garder un temps pour les questions du public. Voilà, mais Jérôme Lang, on aimerait vous entendre sur ces systèmes de participation citoyenne. Est-ce qu'il est si simple que cela à mettre en place et quelles sont ses limites s'il y en a? Justement, non, c'est pas si simple. Alors d'abord, oui, je voulais vous remercier Antoinette, remercier tous pour ce débat qui est vraiment intéressant, très intéressant, riche. Alors, donc c'est pas si simple et justement, je voulais parler de quelques questions méthodologiques qui vont rappeler en fait les questions qu'on a abordées concernant le vote. Donc quelques questions méthodologiques concernant la mise en œuvre du budget participatif.
Donc, le budget participatif, le principe général, c'est ça. Donc, on a un ensemble de projets candidats, chacun d'entre eux ayant un coût maximal. Parfois, on peut les financer partiellement, les projets. On a un budget maximal, et puis les électeurs votent sur les projets d'une façon ou d'une autre. Et le but, c'est de sélectionner un ensemble de projets à financer. Alors, 2 questions. Alors, les électeurs votent sur les projets, oui, mais comment? Et puis, on sélectionne un ensemble de projets, oui, mais comment? Alors, je vais donner l'exemple, je vais illustrer mon propos par l'exemple du budget participatif de Paris, à la fois parce que c'est celui que je connais le mieux, et puis qui fonctionne depuis déjà pas mal de temps, et qui permet d'illustrer pas mal de problèmes. Donc, à Paris, chaque citoyen, chaque Parisien peut voter pour au maximum 4 projets de son arrondissement, d'un arrondissement de son choix en fait, et au maximum 4 projets concernant tout Paris. Et la méthode qui est mise en œuvre est une méthode qu'on appelle descendante. En informatique, on dit aussi une méthode Glouton, alors, donc on procède arrondissement par arrondissement, et puis tout Paris, ça compte un peu comme un 21e arrondissement. Donc chaque arrondissement a un budget maximal. Les projets sont classés dans chaque arrondissement par nombre de votes décroissants. Vous voyez ici, c'est le 4e arrondissement. Donc on classe les projets par nombre de votes décroissants. Et puis, on va financer, on va les passer en revue les uns après les autres. Et puis, tant qu'on a assez d'argent, on finance, tout en respectant certains quotas pour les quartiers populaires. Bon, évidemment, là, c'est le 4e arrondissement, il n'y a pas de quartier populaire, mais tout à l'heure, on verra un exemple. Donc là, on voit, les premiers, il y a assez d'argent, et puis là, on arrive au 4e, et puis boum, il n'y a plus assez d'argent, donc on s'arrête. En réalité, ce n'est pas aussi simple. L'arrondissement peut donner un peu plus d'argent pour financer le projet qui est juste en dessous, là, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails, pas assez de temps. Alors, cette méthode descendante, elle est simple, mais elle a de gros problèmes. Alors, je vais illustrer un gros problème, peut-être le principal, par un exemple plus simple, où il y a seulement 4 projets et 100 électeurs ici. Ici, il y a 17 électeurs qui votent pour A et B, 17 pour A et C, et ainsi de suite. Donc, on peut ranger les 4 projets par nombre de votes. Puis, on a ici le coût des projets. Et puis, le budget maximal, c'est 60. Donc, on applique la méthode descendante. On considère A en premier, puisque c'est lui qui a le plus de votes. Donc, 51 votes, il coûte 50, ça rentre dans le budget, on finance A, et puis, on ne peut plus financer ni B, ni C, ni D, donc on s'arrête. Et donc, on décide de financer A. Ce qui n'est pas forcément super, parce qu'on voit qu'il y a quand même 49 électeurs ici, tout ceux-là, qui ne voient aucun des projets pour lesquels ils ont voté financés. Et puis, il y a la méthode par optimisation, méthode globale, où on fait différemment. Donc, on va dire que pour chaque électeur qui a voté pour un projet financé, on compte 1 point. Et puis, la sélection de projets à financer, ça va être tout simplement celle qui ramasse le plus de points. Donc ici, la sélection A, donc A tout seul, c'est 51 points, parce que ces 51 électeurs ici, ils ont voté pour A, puis c'est tout. Alors que B, C, D, en fait, on va faire la somme de ces 50 plus 50 plus 49, donc ça nous fait 149 points. Donc c'est beaucoup plus. Et donc la méthode par optimisation va sélectionner B, C, D. Alors que la méthode descendante a ce problème d'avoir une dictature de la majorité, de ces 51 électeurs ici, et un biais vers les gros projets, la méthode par optimisation n'a pas ces problèmes. On voit ici que chaque électeur a voté pour au moins un projet qui a été sélectionné, qui a été financé, c'est bien. Donc cette méthode semble plus équitable et plus efficace que la méthode descendante. Alors c'est vrai, cependant, est-ce que cette méthode est toujours parfaite? On va voir que non. Alors, je remontre le 4e arrondissement ici pour montrer ce qui se passe pour la méthode par optimisation. On voit ici que la méthode descendante, donc elle s'arrête au 3e projet. On voit qu'en fait, ce projet qui coûte 900 000 € ici, en fait, il a pris l'essentiel du budget, et donc il empêche qu'on puisse financer beaucoup d'autres projets, alors que par optimisation, finalement, on peut financer beaucoup d'autres projets. En fait, tous, sauf le gros projet à 900 000 €. Voici le 18e arrondissement, ça tombe bien, c'est le mien.
Et donc, on retrouve ici un peu la même chose, hein, méthode descendante. Alors là, on voit qu'il y a un trou ici, c'est parce que il y a aussi cette contrainte des quartiers populaires. Hein, donc, il y a un quota d'argent à dépenser pour les quartiers populaires, et donc c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas financer celui-ci et qu'on a continué à descendre après. On voit qu'on finance beaucoup plus de projets avec la méthode par optimisation, hein, 24 contre 10, mais il y a quand même un problème, c'est que regardez, en fait, il y a 2 projets qui portent sur les équipements sportifs du centre Bernard, je crois que c'est Bernard Dauvin. Alors, c'est 2 projets différents, enfin, c'est le même endroit, même genre de choses, hein, c'est des équipements sportifs. Et en fait, c'est des projets à 1 300 000 et 1 600 000, c'est les 2 projets les plus chers. À eux deux, ils mangent 53% du budget, hein, avec les 2 méthodes, hein, y compris la méthode global là, ou par optimisation. Et si on rajoute celui-ci, hein, la salle dédiée au sport de combat, ça fait 59% du budget rien que sur les équipements sportifs. Mais en fait, c'est seulement 10% des votes, hein, qui concernent le sport. Donc, il y a quand même un truc qui ne va pas là. Il y a un manque de proportionnalité et donc un manque d'équité. Hein. Un manque d'équité envers des groupes d'individus qui soit habitent le même quartier, soit ont des intérêts similaires. Hein, donc, c'est mon deuxième point ici, hein, c'est concilier efficacité et équité vis-à-vis des groupes. Hein. Et en fait, c'est très proche de la représentation proportionnelle. Hein. C'est très proche intuitivement, mais en fait, formellement, ça l'est aussi. Il y a des gens qui travaillent sur le lien entre représentation proportionnelle dans les élections, hein, et représentation proportionnelle dans les mécanismes genre budget participatif. Et puis, autre chose, donc, donc je ne l'ai pas évoqué et je n'aurai pas le temps de le faire, hein, c'est les formats possibles des bulletins. Hein. Donc là, on a supposé que les électeurs votaient pour des projets, hein, approuvaient des projets, mais on peut aussi avoir des classements, hein, ou des évaluations, et donc avoir plus d'expressivité, mais bien entendu, ça va aussi avec moins de simplicité, hein, donc il y a un problème de compromis entre simplicité et expressivité, et il y a aussi donc le problème de l'efficacité et de l'équité vis-à-vis des groupes. Donc ici, on retrouve, hein, ce qu'a dit Antoinette, ici, on retrouve ce qu'ont dit ici Cédric et Marianne, et puis, bien entendu, il y a le parallèle à faire avec ce qu'a dit Laurence, hein, sur la mise en œuvre en pratique, hein, de ces budgets participatifs. Voilà, je vais m'arrêter là. De toute façon, je pense qu'il est temps. Merci, merci Jérôme, vous nous permettez comme ça de répondre à quelques petites questions. Je ne sais pas si on aura le temps de toutes les traiter, mais je vais d'abord je vais d'abord vous poser en tout cas celle qui est relative au budget participatif. Dans un premier temps, comme ça on reste sur le même sujet. Dans un budget participatif, y a-t-il d'autres électeurs que les plus politisés? Comment alors garder les institutions démocratiques dont c'était la mission? Et j'imagine qu'il est question là de représentativité. Est-ce que Jérôme ou Laurence ou quelqu'un d'autre veut répondre à cette question? Laurence? Oui, en fait, on peut il y a plusieurs méthodes qui sont utilisées. Par exemple, à Villeurbanne, ils vont tenter de créer ce qu'ils appellent une assemblée citoyenne, mais sur lesquelles il y aura aussi des tirages au sort, il y aura aussi une participation en ligne, il y aura aussi une représentation des associations, aussi des instances de quartier, donc conseil de quartier, etc. Moi, je suis assez pour effectivement une hybridation, pour essayer d'aller chercher des gens un peu différents. Et par rapport au tirage au sort, tout dépend de la liste. En général, c'est là-dessus qu'on se bat. Et selon les moyens en fait des communes, c'est ça qui est le plus difficile. Avec en plus des règles liées à la CNIL, ou à la sécurité des données qui ne sont pas forcément évidentes, mais on peut soit faire un tirage au sort sur, par exemple, des listes d'abonnés à EDF, par exemple, je ne sais pas, ou des listes que l'on a aussi sur des volontaires, ou alors aussi faire appel à des professionnels qui permettent d'avoir des panels un peu plus équilibrés. Donc ça, c'est quand même important quand on veut réaliser des votes un peu particuliers. Et je dirais, ça dépend des projets aussi, ou de comment on fait les choses et ce qu'on cherche à donner comme objectif. Je voulais ajouter aussi que le vote n'est pas forcément la solution ultime.
Il y a il y a beaucoup sur les budgets participatifs, et moi ça me gêne parfois cette standardisation, le fait qu'on vote en ligne, c'est très bien, mais tout le monde ne peut pas voter en ligne. On peut avoir des phénomènes un peu de triche de gens qui vont voter plusieurs fois. Et puis ça ne crée pas forcément beaucoup de collectifs. J'aime mieux, par exemple, les dispositifs qui permettent, une fois qu'on a les projets, éventuellement qu'on ait une question de votation en ligne, qu'on revienne, si possible, en se voyant et en débattant. Et là, on a aussi des dispositifs de consensus, ou le fait qu'on puisse voter. Par exemple, quelqu'un peut avoir 3 jetons pour plusieurs projets, en fait, ne pas voter que pour un seul. Et on regarde après ceux qui sont ressortis le plus. Et organiser aussi des débats avec les élus ou les services, notamment pour dire, oui, mais les élus peuvent aussi expliquer quelles sont les politiques publiques qu'ils ont dans leurs priorités par rapport à ce qu'ils ont dans leur programme, et dire pourquoi, par exemple, le gymnase qui est super cher, c'est quand même vachement important de le faire parce qu'on défend telle et telle chose. Et en discuter avec les citoyens de façon assez franche. Ce qui permet aussi, pour moi, là c'est dans le contrat démocratique, de dire ouais, mais ça on va quand même le faire, même si vous ne l'aviez pas choisi, parce que. Mais ça fait partie de l'acceptation, de l'explication qui manque souvent de la part des élus. Parce qu'ils ne le font pas forcément dans un mauvais esprit de dire non, mais on ne va pas les écouter. C'est qu'on craint de mettre au débat, en fait, tous nos choix. Merci Laurence Beaufet. Vous avez évoqué dans votre réponse l'option du tirage au sort, et on a 2 questions sur ce sujet que je vais un petit peu mélanger. Est-ce qu'une adaptation du tirage au sort, jadis appliqué à Athènes pour certains postes, est envisageable comme forme ultime de représentativité, ou est-ce que ce n'est plus praticable? Et l'autre question qui était: que pensez-vous du tirage au sort comme mode de désignation des représentants des électeurs? Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer là-dessus? Bon, je vais dire quelques mots. Tirage au sort. Premièrement, on rappelle que c'est la seule méthode dont la représentativité est garantie, à condition bien sûr qu'on s'entende sur le collège, sur la façon dont on tire au sort. C'est devenu, pas seulement pour des questions politiques, mais pour des questions, par exemple pour les sondages, c'est pas toujours facile de déterminer la liste sur laquelle on tire au sort. Je l'ai vu sur des questions de, par exemple, tirer au sort pour faire un sondage de sérologie dans l'agglomération parisienne. C'est un cauchemar. On ne peut pas utiliser le numéro de téléphone. Est-ce qu'on utilise des registres? Est-ce qu'on se base sur des adresses? Est-ce qu'on se fait juste déterminer le collège de tirage au sort dont on va partir. Ensuite, le tirage au sort, ça a été bien analysé sur les questions athéniennes. Il y a le classique de Bernard Manin sur la démocratie représentative qui commence par toute une longue analyse. Ça venait aussi avec un système sophistiqué, avec des pouvoirs, des contre-pouvoirs. Ce n'était pas du tout n'importe quoi. Et ce qu'explique bien Manin dans son livre, je ne suis pas un expert, mais ça m'a semblé convaincant quand j'ai lu, c'est qu'on est passé des systèmes à tirage au sort au système électif avant tout pour des questions de maintien et de redéfinition de contrat social. À partir du moment où vous avez un grand corps, le fait de voter, d'apporter votre vote, ça permettait d'avoir un lien, de dire tout le monde est impliqué à une époque où les citoyens ne pouvaient plus tous participer, se dire je fais partie de la société. C'est bien pour ça que les taux d'abstention énormes qu'on voit en ce moment sont très inquiétants, parce que ça veut dire qu'il y a plein de citoyens qui ne sont juste plus comme faisant partie de la société. Plus de redevabilité, plus de responsabilité, et donc une dissolution en cours. Après, j'ai expérimenté dans une campagne municipale la promesse de tirage au sol partiel sur les listes. Et j'avais dit, je vais proposer qu'il y ait 10% des listes que je représente, qui seront associées à ma candidature, qui soient tirées au sort. Et c'était intercalé. Genre, les numéros 5, 15, 25, etc. étaient tirés au sort, avec des petites variations pour éviter que ce soit que des hommes ou que des femmes. Ça a été, dans la campagne, une des choses qui ont vraiment bien marché. Les quelques tirés au sort, ils venaient apporter du sang neuf. Au début, il y avait un élément de surprise. Il y en avait certains qui se sont retrouvés être des éléments parmi les plus moteurs et ceux qui avaient les meilleures dispositions, on va dire. Donc, si je me retrouve un jour dans une
élection ou quelque chose comme ça, dans une campagne, je recommanderais vivement qu'une partie des listes soit tirée au sort. Et à mon avis, s'il y a un mélange, de toute façon, entre des gens tirés au sort et des gens qui ne sont pas tirés au sort, ça permet là aussi d'avoir une rencontre des cultures et peut-être plus de représentativité. Merci Cédric Villani. On va devoir... Pardon, je rappelle qu'il y a un certain nombre de formules dans lesquelles sont proposées des choses du genre mélange de l'EU, de représentants de corps intermédiaires, tir au sort. Par exemple, dans l'un des conseils de prospective parisiens, ou encore dans je ne sais plus comment il s'appelle, ou encore dans la Chambre du futur, telle qu'elle avait été théorisée par Dominique Bourg il y a quelque temps. Il disait en gros, on mélange un tiers de citoyens tirés au sort, un tiers de scientifiques spécialistes, par exemple, des questions environnementales de long terme, et un tiers de corps intermédiaires, et on les met ensemble à la même table avec possibilité de débattre. Tout ça pour dire qu'il y a un certain nombre de formules qui sont possibles. Et cette façon de revivifier, dynamiser, même à petite dose, certainement, ça jouera un rôle important pour lutter contre les dérives et les pertes de confiance. C'est l'une des thèses développées par Pierre Rosanvallon dans ses ouvrages sur le populisme et la façon de le combattre. Et je suis tout à fait convaincu de ça aussi. Merci beaucoup Cédric Villani. On va donc s'arrêter sur cette réponse. Malheureusement, on n'a pas le temps de traiter les autres questions qui étaient aussi très intéressantes. Merci de nous les avoir posées. Merci à vous tous d'avoir participé à ce débat. Le temps est passé très vite, on l'a vu, mais voilà, on a essayé de balayer en 1h30 voilà, des pistes envisagées pour essayer de réenchanter la démocratie électorale, voilà, qui est un peu malade, comme on l'avait dit en introduction. Voilà, donc j'espère qu'on a pu répondre à certaines questions et proposer des pistes intéressantes. Encore une fois, voilà, merci à tout le monde d'avoir participé. Merci aux auditeurs et spectateurs sur YouTube qui nous ont suivis, et vous pourrez donc réassister à cette conférence si vous avez manqué quelques passages ou que vous souhaitez réécouter intervention de nos participants. Vous pouvez retrouver cette session sur la chaîne YouTube des Journées de l'économie.